Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cœur de patrimoine, votre émission dédiée à la gestion et l'optimisation de vos placements. Chaque mercredi, vous le savez, sur Radio Patrimoine, nos experts se retrouvent ici en plateau pour être à vos côtés afin de vous apporter conseils, analyses, décryptage et vous aider donc à faire les meilleurs choix d'investissement. Alors au sommaire de ce 56e numéro très orienté immobilier, on va parler du marché en cette période de rentrée avec deux pros qui vont vous guider. On évoquera les taux bien sûr, mais on s'appuiera aussi, attention, sur un manuel de survie. Et puis on mettra en lumière une stratégie patrimoniale en immobilier, l'OBO pour Owner Buy Out. Comprenez la vente à soi-même, il s'agit d'une technique patrimoniale permettant de transformer un bien immobilier en liquidité. Fiche pratique à suivre. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour débuter donc ce numéro de Cœur de patrimoine, on s'aventure dans la jungle immobilière et pour ne pas s'y perdre, on a deux guides de choix. Sandrine Alonier, bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Merci d'être là pour vous financer et le réseau L'Adresse. Regard sur l'actualité du crédit immobilier, bien évidemment. Vous avez bien évidemment commenté notamment les tout derniers taux du mois de septembre. Et puis Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Merci d'être là aussi avec donc ce manuel de survie. Attention, rien de moins, c'est pas un guide, c'est carrément un manuel de survie dans la jungle immobilière. Vous trouverez ça aux éditions du Rocher, livre qui veut donner des clés pratiques aux investisseurs. Alors ensemble, on va parler stratégie patrimoniale, financement, perspective. Déjà, peut-être Stéphane, ce livre, avec une idée force, ce choix de la jungle immobilière. Pourquoi est-ce que d'abord, vous appelez ça la jungle. Et deuxièmement, pourquoi vous avez choisi non pas un guide, mais vraiment d'avoir manuel de survie ? Parce qu'effectivement, il s'agit de survivre dans cette jungle immobilière aujourd'hui, puisque entre les vents contraires, les réglementations extrêmement fluctuantes, la fiscalité qui est quand même énorme en immobilier, il n'y a pas de pays qui taxe plus les loyers que la France. C'est un petit peu ce manuel, c'est comment s'en sortir. Ce que j'ai voulu faire, surtout, c'est d'essayer de simplifier des notions qui sont quand même assez complexes. Il y a une littérature qui est quand même importante dans le domaine, mais souvent, c'est difficile d'accès. Donc, mon projet, c'était de simplifier au maximum que tout à chacun puisse à peu près comprendre de quoi il s'agit, aussi bien pour rechercher les biens, comment travailler un secteur, comment travailler la fiscalité. J'ai essayé de simplifier en parlant en français, non pas en expert comptable ou en avocat. Et puis, comme vous le savez, Cédric, j'ai développé pendant 25 ans un réseau d'agences immobilières spécialisées investisseurs. Et j'ai eu la chance, pendant cette expérience, de rencontrer énormément d'investisseurs, les plus importants, les plus importants investisseurs de la place en immobilier. Et j'ai remarqué que ils avaient souvent des stratégies qui étaient assez proches. Et donc, c'est surtout cette expérience que je veux donner au travers dans tous les guides qu'on trouve, parce que la littérature, voilà, si on va se balader sur un célèbre site de vente en ligne ou physiquement à la Fnac, c'est vrai que, ou chez un autre vendeur, on s'en fiche, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de littérature, de guides sur l'immobilier, comment bien choisir sa maison, enfin bon bref. Vous avez souvent, ça fait quand même quelques années qu'on bricole ensemble, un certain franc-parler, vous avez plutôt tendance à envoyer balader les demi-fausses promesses ou les idées un peu reçues. C'est aussi le but de ce guide. Oui, tout à fait. Il est très illustré, il y a beaucoup de tableaux, c'est hyper abordable. Oui, tout à fait. J'essaie effectivement de simplifier, et y compris de dire la vérité. Parce que vous avez tous les jours ou toutes les semaines des bouquins qui sortent pour vous expliquer que vous allez faire fortune en 6 mois en immobilier. Donc, il faut quand même remettre les choses en perspective. Oui, on peut se constituer un patrimoine important en immobilier, mais c'est des contraintes, c'est du boulot, il faut s'en occuper beaucoup, c'est de la charge mentale. C'est-à-dire, c'est des soucis. Ceux qui parlent de revenus passifs avec l'immobilier, ça me fait quand même doucement rigoler. C'est tout sauf passif. Donc oui, on peut se construire un patrimoine, mais il y a un petit chemin qui est assez étroit, mais qu'on peut encore suivre aujourd'hui. Et surtout, il faut avoir conscience de la charge mentale que ça va générer, du boulot, parce qu'il faut mettre les mains dans le moteur aussi, même si on a un gestionnaire. Mmh. Si on a un problème avec le fait d'être de temps en temps borderline avec les textes quand même délirants qu'on connaît, il faut pas faire d'immobilier locatif. Enfin voilà, c'est des réflexes de bon sens et en disant la vérité sur ce qui peut se passer également en immobilier.
Alors, bon, s'il y a une jungle, c'est aussi parce que, et on l'a bien compris, hein, Sandrine, c'est pas toujours simple. Et c'est vrai que là, le marché immobilier, depuis des mois, on en parle plutôt avec du négatif, parce qu'il y a des questions de marché, parce qu'il y a des questions de taux, parce qu'il y a des questions d'HCSF, enfin bref, tout ce qui habite la jungle. Comment vous la voyez? Comment vous voyez ce marché ou cette jungle en cette période de rentrée? Je le disais, évidemment, on est en début de mois, il y a les taux, il y a eu pas mal de conférences de rentrée qui nous ont permis d'en savoir un petit peu. Donc vous, avec vos deux casquettes, là, et le financier et le réseau, comment est-ce que vous voyez un peu les choses? Alors, moi, je dirais que cette année, on a quand même vu des éclaircies dans cette jungle et plusieurs chemins, notamment pour ceux qui voulaient acheter et ceux qui voulaient acheter leur résidence principale. On est quand même sur un marché en redémarrage avec en moyenne plus 10% de transactions sur les 8 premiers mois par rapport à l'année dernière. Et également des taux qui ont baissé, des banques qui veulent prêter. Donc, j'ai envie de dire, jusqu'ici, tout allait bien. Voilà, maintenant, on attend la suite. Mais c'est vrai que pour parler de l'actualité plus récente, au mois d'août, pour la première fois depuis septembre 2023, aucune banque n'a baissé ses taux. Donc, on pense qu'on a atteint un plancher, puisque ça a été également le cas pour les barèmes de septembre. Donc là, on peut penser que les taux bas, les taux à moins de 3%, on n'y aura pas le droit, pas dans les prochaines semaines en tout cas, et a priori, on n'y aura plus le droit. Oui, nous, donc, on pense que... le monde d'avant, avec 2% ou moins, fini. Ça, a priori, c'est terminé. On est plutôt sur un taux d'équilibre de long terme aux alentours de 3%, avec des banques là qui sont attentives en cette fin d'année à leur rentabilité, mais aussi en raison du contexte. Donc, on a, c'est vrai, 5-6 banques qui, sur le mois de septembre, ont remonté leur taux de 0,05 à 0,10. Donc, ça reste des remontées très progressives, hein, puisque aucune ne veut sortir du marché. Parce qu'on a quand même encore une demande qui est florissante, donc les banques veulent en profiter. Mais c'est vrai que là, on est quand même un petit peu à la croisée des chemins et à l'image de la jungle. On ne voit pas vraiment beaucoup plus loin que l'arbre d'après, j'ai envie de dire. Ça veut dire que l'emprunteur potentiel, aujourd'hui, il faut qu'il se dise, voilà, on ne connaît pas l'épaisseur du trait, mais j'ai plutôt de la hausse de taux devant moi. Et donc, il faut peut-être que je me décide... D'autant que les prix, eux, n'ont pas repris encore l'ascenseur. Voilà, tout à fait. Là, ça semble être la bonne fenêtre. Alors évidemment, on dit toujours que c'est le moment d'acheter. Mais ce qu'on a constaté, c'est que l'instabilité politique qu'on connaît depuis maintenant plus d'un an, puisque la première dissolution, c'était en juin 2024, ça n'a pas freiné les projets de ceux qui voulaient acheter pour se loger. Les investisseurs, c'est tout autre chose. Eux ne sont vraiment pas revenus. On n'est qu'à 10% des crédits. Mais les primo-accédants, c'est 45% des acheteurs. Donc, eux sont là. Donc, ceux qui veulent acheter, ceux qui ont un projet pour se loger, eux ont intérêt, là, à en effet passer à l'acte, puisque rien ne dit qu'en 2026, on n'aura pas des taux plutôt à 3,5%. Alors que là, on peut encore négocier un taux à 3%. Donc là, on est quand même dans une ambiance, si je puis dire, où on a des banques qui veulent prêter, même si elles remontent légèrement leur taux, et des vendeurs qui sont nombreux. On a une hausse des offres de biens de 10% aussi cet été par rapport à l'été dernier. Donc des biens à vendre et encore des marges de négociation. Donc globalement, à court terme, c'est plutôt pas mal. Stéphane, dans cette jungle, vous dites qu'il y a un sentier qu'on peut suivre, il y a un parcours dans lequel on peut encore s'en sortir. Il y a toujours la question entre primo, secondo accédant, investissement locatif versus être locataire ou acheter sa résidence principale. Dans le monde de financement et de marché que vient de décrire Sandrine, vous voyez les choses comment? C'est toujours... Il faut toujours regarder l'idée de commencer son parcours par une résidence principale? Oui, moi je conseille vraiment, contrairement à d'autres influenceurs immobiliers, peut-être je conseille vraiment d'acheter sa résidence principale dès que possible, dès qu'on a une situation avec une stabilité au moins de 4-5 ans pour absorber les frais. Mais de toute façon, on a une charge logement. Donc que ce soit un loyer ou un remboursement, il vaut mieux que ce soit un remboursement qu'un loyer, puisque un remboursement, tous les mois, on amortit son crédit, donc on crée du capital. Donc, n'importe où en France, c'est plus intéressant, dès qu'on est stabilisé, c'est toujours plus intéressant d'acheter sa résidence principale. Pourquoi pas de commencer par sa résidence principale? Il n'y a qu'une ville où ça ne se vérifie pas, c'est Paris. Puisque Paris, malheureusement, on n'a pas l'équivalent de remboursement qu'on peut avoir en loyer. Donc Paris est la seule ville en France où ce n'est pas forcément intéressant d'acheter sa résidence principale parce que ça ne correspond pas. À Lyon, à Marseille,
un loyer, un remboursement, même d'un crédit à 100% sur 25 ans, c'est à peu près la même chose. Alors, il y a quelques frais en plus, mais voilà, c'est quand même la première solution pour capitaliser et surtout pour transformer sa charge logement en capitalisation plutôt que payer des loyers à fond perdu. Mais c'est vrai, Sandrine dit, et c'est un mantra qui revient souvent, et c'est vrai que nous, les journalistes, on vous pose toujours la question de savoir si c'est le moment d'acheter. Mais c'est vrai que là, avec cette espèce de croisement de courbes, etc., en se disant les prix n'ont pas encore repris l'ascenseur, même s'il y a un peu de frémissement à gauche, à droite, et ces taux qui ont cessé leur baisse et qui commencent à remonter, il y a un moment où justement, là, il faut, quand on est investisseur, se dire c'est le moment d'acheter. Je risque d'être au mauvais endroit au mauvais moment si j'attends encore un peu. Oui, alors pour l'investisseur, c'est un peu différent parce que déjà, pour l'investisseur, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Donc, le fait d'emprunter à 3 ou 4%, c'est moins important puisqu'on va déduire ses intérêts d'emprunt de ses loyers. Donc, suivant sa tranche d'imposition, ça va quand même faire une économie d'impôt substantielle. Donc, le montant du taux d'intérêt est moins important pour l'investisseur. Mais le problème qu'on a actuellement pour l'investisseur, c'est qu'on est dans le flou total. On a entendu parler, qui devait arriver en décembre, de ce fameux statut de bailleur privé. Or, aujourd'hui, avec l'instabilité politique qu'on connaît, est-ce qu'on a encore un gouvernement? Est-ce qu'on aura encore demain une Assemblée nationale? Donc, qui va présenter cette loi? Qui va la voter? Donc là, on est dans le flou complet. Donc, les investisseurs, moi, j'en rencontre tous les jours, ils me disent, on attend. Donc, le marché, aujourd'hui, de l'investisseur est bloqué parce que le statut est quand même beaucoup plus favorable que la situation actuelle, mais on le sait, ça ne concernera pas le stock, ça ne concernera que les nouveaux investissements. Donc aujourd'hui, tous les investisseurs attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, tout simplement. Et ça bloque le marché. Ça, c'est vraiment un problème. Et tout le monde peut y aller ou pas, Sandrine? Parce que vous nous dites, les banques, elles ont encore de l'appétit, elles ont besoin de prêter, etc. Mais à tout le monde, ou on a toujours ces fameuses enquêtes, les chouchous des banques, les ceci et cela. Tout le monde peut se présenter au guichet, ou il faut quand même mieux... Alors, tout le monde peut, mais tout le monde n'aura pas le même taux. Ça, c'est certain. Ouais. En fait, elles font vraiment une distinction en fonction de la rentabilité attendue du client. Et pour une banque, rien de tel qu'un couple de primo-accédants qu'elle va accompagner pendant 7 à 10 ans, qui vont ensuite prendre des produits d'épargne dans la banque, des produits d'assurance, etc. Donc, c'est vrai que les investisseurs qui souvent sont multi-bancarisés vont sûrement avoir moins le tapis rouge et auront 0,10, 0,20 de plus sur le taux. Mais comme le disait Stéphane, ce n'est pas grave, puisque, souvent, de toute façon, ils vont pouvoir déduire des intérêts. Mais pour rebondir sur les investisseurs et sur, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie d'acheter sa résidence principale? Moi, je suis complètement d'accord. Mais ce qu'on a vu de nouveau cette année, chez l'adresse, c'est que certains qui, en effet, dans les grandes villes comme Paris, mais aussi même des villes qui avaient beaucoup pris, comme Angers, Nantes, etc., certains font le choix, on les appelle les primo-investisseurs, d'acheter d'abord un investissement locatif plutôt que leur résidence principale, parce qu'ils ne savent pas où ils voudront travailler, ils ne sont pas en couple, les gens se mettent en couple de plus en plus tardivement. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se fixer, mais qui voulaient quand même profiter des taux à 3%, on a vu ces primo-investisseurs arriver sur le marché, mais ils font souvent un investissement en attendant d'acheter leur résidence principale. Et plus amusant, mais ça existe vraiment, ce sont les tanguistes. Nous, on les appelle les tanguistes. C'est ceux qui vivent chez leurs parents, parce que ils peuvent rester chez leurs parents jusqu'à 28, 30 ans, mais qui veulent quand même acheter à 26 ans, donc ils n'ont pas cette charge de loyer. Ils peuvent rembourser un crédit qui sera justement pris en charge par le loyer futur. Et eux, du coup, achètent aussi, tout en étant hébergés à titre gratuit. Et ça, ce sont deux nouveaux profils qu'on a vus. En revanche, les multi-investisseurs... Exactement. En revanche, les multi-investisseurs avec 8, 10 biens, on a plutôt vu dans le réseau L'Adresse plutôt des ventes de biens, des gens qui justement trouvaient que c'était trop chronophage. Donc oui, les investisseurs peuvent encore se financer, mais évidemment, il faut monter patte blanche dans la banque et de préférence avoir que 1 ou 2 investissements, parce que sinon, ça pèse sur l'endettement. Et là, on a le problème du Haut Conseil de stabilité financière. Mais alors, attendez, s'il y a des tanguistes et des primo-investisseurs, on tord le cou à votre mantra, investir tôt, près de chez soi, maximiser la rentabilité, etc. Ça n'a rien à voir, là. On ne sait pas où on habitera quand on est tanguiste ou primo-investisseur. Pour un jeune cadre qui veut rester mobile, ça, je comprends tout à fait. À 24 ans, jeune diplômé, on commence à bosser, etc.
mais on veut saisir des opportunités de job à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe. Donc, pour ce cas-là, bien sûr, ils peuvent commencer par un investissement locatif pour profiter des taux actuels. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement peu de vocation d'investisseurs que le marché est quand même on peut assez facilement pénétrer ce marché parce que il n'y a pas une concurrence énorme à l'achat. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc oui, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas une stabilité, si on n'est pas sûr de rester dans son coin pour 4 ou 5 ans, et si on veut rester mobile, on peut commencer par un investissement locatif, un studio, un petit 2 pièces, etc. Oui, absolument. Au moins, on capitalise une partie et en bénéficiant des conditions d'achat actuelles qui sont quand même pas mal. Il y a une grosse considération, entre guillemets, énergétique ou écologique, enfin, je ne sais pas comment on le qualifie, avec ces fameuses lettres. On sait qu'il y a des banques qui regardent énormément ces critères-là, et on sait qu'il y a des investisseurs qui sont un peu à l'affût pour finalement faire de bonnes affaires sur ces passoires énergétiques. Comment est-ce que vous regardez l'un et l'autre, là, avec l'aspect et financement et l'aspect marché Alors, sur les ces banques, questions-là, parce que... Sur les banques, c'est vrai que le DPE est devenu indispensable, et ce, depuis déjà plus de 2 ans. Maintenant, il va avoir un QR code, ça change tout. Bien sûr, pour vérifier sa véracité. Mais quand on dépose en tout cas un dossier, il faut qu'il y ait le DPE et ça va influer sur le taux. Tout simplement parce qu'un bien avec un bon DPE sera un bien qui se revendra plus facilement à un prix avec moins de décote. Et du coup, c'est moins risqué pour la banque. Donc, qui dit moins de risque, dit taux plus avantageux. Et on peut avoir des écarts de taux jusqu'à 0,20, 0,30. Et on a des banques qui font des bonifications. Donc, soit on achète un bien A, B ou C. Et là, on a des prêts à taux bonifiés, on a des taux plus bas. Soit on achète une passoire, F ou G, mais avec la possibilité et une ligne déjà de financement pour des travaux. Et là, on peut avoir 0,20 sur le taux. Et ça marche aussi pour des investisseurs. Donc là, mais je vais laisser Stéphane compléter, il y a vraiment un sentier pour ceux qui sont prêts à aller vers des DPE, F ou G, mais qui vont évoluer, notamment pour ceux qui ont des chauffages électriques à la rentrée et qui pourront en plus avoir, bénéficier d'un taux plus bas. Ouais, c'est vrai que vous parliez de parfois flirter avec les règles, avec les normes, etc. Là, la question, elle est entière sur les DPE. Elle est entière sur est-ce qu'on investit ou est-ce qu'on achète pour sa résidence principale, parce que c'est pas la même donne. Oui, bien sûr. Alors, concernant les passoires, moi, je conseille vraiment de regarder le marché des passoires, y compris en tant qu'investisseur, parce que les dates ne sont pas tenables. Les interdictions de louer ne sont pas tenables. Vous avez vu que, à la faveur encore d'un micmac sur la réglementation, on a ramené 850 000 logements dans le parc locatif. Oui, parce que le quota, à chaque fois, est quand même énorme. C'est pas 3-4 logements qui sortent. C'est énorme, notamment parce qu'avant, on pénalisait le chauffage électrique sur les logements. Donc, c'est quand même assez cocasse. On nous pousse à rouler à l'électrique, mais si on se chauffe à l'électrique, on est puni. Donc là, je vous avoue qu'on n'y comprend plus rien. Mais surtout, effectivement, vous le savez également, Sandrine, Cédric, vous avez vu que ma prime rénov a été quand même considérablement rabotée. C'est rien de le dire, c'est peu de le dire. Donc, est-ce qu'on peut continuer à interdire alors qu'on supprime les 2 tiers des aides? Est-ce qu'on peut continuer à interdire alors qu'on manque de logements? Vous savez, il y a encore une enquête qui est parue. Un studio, aujourd'hui, à Paris, c'est 800 dossiers. 800 dossiers pour un studio que les administrateurs de biens, que les agences immobilières reçoivent. Donc, c'est complètement délirant. Oui, donc, et on a vu à l'occasion de la rentrée aussi le problème avec les étudiants. Voilà, c'est aujourd'hui plus d'un étudiant sur 5 qui renonce à ses études faute de logement. Donc, les dates ne sont pas tenables. Les interdictions vont sauter. J'en suis absolument persuadé. Mais en attendant, il y a un peu une hystérie collective autour du G, du F, etc. Les gens ont peur de ça, donc il faut en profiter. Il faut être opportuniste, il faut se positionner sur ces passoires, faire des travaux quand on peut, bien entendu. Mais je suis, moi, absolument persuadé, j'ai parié officiellement déjà que les interdictions de louer vont sauter parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Donc il y a des opportunités aujourd'hui. Allez, dernière petite question, une forme de conseil estampillé Stéphane Descartier ou Sandrine Allognier. Qu'est-ce que vous diriez à un épargnant aujourd'hui qui vous écoute ce matin? Est-ce que il faut se dépêcher parce que on va se prendre une hausse de taux et parce que les prix vont finir par remonter? Est-ce que il faut se lancer dans l'IMO? Enfin voilà, Sandrine, peut-être pour
pour commencer? Pour ceux qui ont un projet immobilier, que ce soit pour acheter, pour se loger ou pour louer, là, il y a vraiment une fenêtre de tir jusqu'à la fin de l'année. Moi, je ne ferai pas de pari sur le reste, sur le niveau des taux en tout cas, ni sur les prix sur le début de l'année. Donc, on a vraiment ce manque de visibilité. Mais si on achète maintenant sur une durée de 5, 7, 10 ans, voilà, ça me paraît être quand même un choix raisonnable, en tout cas à court terme, parce que moi, j'ai envie de dire, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à attendre, en tout cas à court terme. Donc voilà, prenons déjà ce qui est bon à prendre maintenant. Stéphane, pourquoi il faut encore investir dans la pierre et comment éviter les erreurs? Alors, ça, finalement. Déjà, les conseils, le sous-titre du bouquin. Ouais, tout à fait. Les conseils de base pour l'investissement locatif, c'est de travailler un secteur qu'on connaît. C'est-à-dire, il faut acheter chez soi. Alors, pas forcément à Paris si on est parisien, mais en première ou en deuxième couronne. Il faut travailler un petit secteur, le plus petit possible, à l'échelle d'une ville, voire d'un quartier, le nord de Boulogne ou le sud de Melun. Il faut travailler un petit secteur parce que pour faire les bons coups, il faut être sur tous les coups. Et il n'y a que sur un petit secteur qu'on connaît bien, dont on connaît les prix, où on peut faire intervenir des entreprises qu'on connaît pour les travaux, qui sont recommandées, etc. Enfin, c'est du bon sens. Donc, travailler un petit secteur. Ne pas oublier d'avoir effectivement en tête que c'est du boulot, c'est de la charge mentale, et puis travailler l'impôt, travailler la fiscalité, puisque la fiscalité, si on s'en occupe pas, elle s'occupe de vous. Eh oui. Et on peut, il nous oublie jamais. Voilà, si on n'anticipe pas se retrouver avec la moitié ou les 2/3 de ses loyers qui repartent en impôts et prélèvements sociaux. Donc ça s'anticipe. Il faut utiliser les éponges à loyer, et il y en a. Donc voilà, mais ça se travaille avant. Pour orienter ces recherches vers des produits de travaux, vers des produits qu'on va pouvoir louer en meublé, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les conseils de base et qui peuvent vous permettre encore, malgré des vents contraires, à se constituer un joli patrimoine immobilier. Et puis pour la résidence principale, c'est le moment, effectivement, ne pas oublier en ce moment de regarder le neuf, parce qu'il y a des coups de fusil sur le neuf, sur des queues de programme. Ouais. En faisant attention avec les queues de programme, quand même, oui, parce que souvent, quand c'est pas parti, c'est que... Bien sûr, mais enfin, voilà, sur des programmes dont les GFA sont obtenus, on sait que ça va aller au bout. Il y a des opportunités, il y a le PTZ pour le neuf, donc il y a aussi beaucoup d'avantages. On peut emprunter encore beaucoup moins cher si on va sur le neuf. Il y a des économies aussi d'énergie, etc. Donc, et puis les promoteurs font de très belles conditions, de gros rabais en ce moment. Donc pour sa résidence principale, ne pas hésiter à regarder le neuf également. Allez, ce manuel de survie dans la jungle immobilière que vous trouvez bien évidemment aux éditions du Rocher et qui pourra vous guider dans vos choix immobiliers. Merci Stéphane Descartiers donc pour ce guide, pour ce manuel de survie, et Sandrine Alonier donc pour vous financer et l'adresse. Restez avec nous, on continue bien évidemment à parcourir votre patrimoine. On va rester dans le monde de l'IMO, mais on va s'intéresser à une technique, une stratégie patrimoniale. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et donc on reste au contact de ce monde immobilier, de l'investissement immobilier, et on vous propose ce matin, je vous le disais, une fiche pour bien appréhender un point, une stratégie patrimoniale. Pour rédiger cette fiche, Yann de Florenne. Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Modo Patrimoine. Alors donc je le disais, l'OBO immobilier. OBO, c'est de l'anglais, Owner by Out. Donc, je l'ai traduit tout à l'heure dans le sommaire par la vente à soi-même. Donc, vous allez un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est. Exactement, OBO, Owner by Out, littéralement, la vente à soi-même. Concrètement, c'est l'opération pour un propriétaire immobilier qui possède des investissements locatifs de vendre ses biens immobiliers à une société, SCI, SARL de famille, dont il détient le contrôle. En général, financé par un crédit bancaire. Le but, c'est de permettre aux propriétaires personnes physiques de récupérer du cash en perso, tout en gardant le contrôle et la possession sur ses biens. Sauf que dans ce schéma, au lieu de les détenir en direct, en nom propre, il va les détenir à travers une société. Donc, c'est ce que je disais, c'est une stratégie patrimoniale qui s'inscrit dans un cadre immobilier dans lequel on trouve aussi d'autres façons de gérer son portefeuille immobilier. C'est une stratégie parmi d'autres. C'est ça, des stratégies patrimoniales, financières, fiscales. Il y en a des tonnes qui doivent toutes être adaptées à des situations, à des objectifs. Et l'OBO, c'est vraiment une stratégie de restructuration du patrimoine. On ne commence jamais dans le monde des investissements, que ce soit financier, immobilier, par dire « je vais faire un OBO ».
Il y a D'accord, plein d'étapes. C'est plutôt une fois que son patrimoine est constitué et on se dit, bon, comment je... Exactement, ça s'adresse à des patrimoines déjà créés et non pas en tout début de stratégie d'investissement. L'objectif principal, c'est vraiment celui-là, c'est de ressortir de la trésorerie? J'ai distingué 5 gros objectifs lorsqu'on met en place un OBO pour des clients. Effectivement, le premier, c'est la création de liquidité sans perdre la possession du bien. Ouais. Parce que justement, il y a un acte de vente, il y a un acheteur, un vendeur. L'acheteur, la société en l'occurrence, va payer une somme financière au vendeur. Donc, personne physique qui va récupérer du cash. Et ce cash, il peut être réinvesti dans différents supports financiers, dans d'autres projets professionnels, des startups. Le but, c'est vraiment de continuer à créer de la richesse, de la valeur. Deuxièmement, il y a une optimisation fiscale sur les loyers. Quand on génère un crédit, ça va générer des intérêts et ces intérêts sont fiscalement déductibles, ce qui va permettre d'augmenter la rentabilité nette de l'investissement. Il y a une optimisation fiscale aussi sur la transmission. Les clients qui ont pour objectif de commencer à transmettre tout ou partie du patrimoine immobilier, d'intégrer les enfants dans cette société. En l'occurrence, il y a la donation des parts de la société, soit donation en pleine propriété ou en démembrement. Et quand il y a un acte de donation, ça constitue des droits de donation. Sauf que cet impôt, les droits de donation, se calculent sur ce qu'on appelle la valeur nette comptable, sur l'actif net. L'actif net, c'est l'actif moins le passif. Et oui. Le crédit, ça constitue un passif. Donc, si on commence à transmettre en début d'opération, le passif, le crédit, qui en général va être à hauteur de la valeur des biens immobiliers, ça permet de réduire la valeur nette comptable à 0 et donc parfois de transmettre des centaines de milliers d'euros sans payer 1 euro. Ensuite, on a potentiellement une optimisation de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière, parce qu'à l'image des droits de donation, l'IFI, le taux d'impôt de l'IFI va se calculer sur l'actif net, le patrimoine net. L'actif, la valeur immobilière, moins le passif, le crédit. Et enfin, dernièrement, ça permet aussi de rajouter une sorte de protection de la famille pour l'investisseur, notamment grâce à tout ce qui va être assurance décès invalidité. Quand on souscrit un crédit, on prend des assurances. Si par malheur, l'investisseur qui a mis en place cette opération venait à décéder, c'est l'assurance qui va rembourser l'intégralité du crédit, sûr, ouais. Ce qui va permettre de transmettre à ses enfants un patrimoine net de crédit, plus le cash qui aura été généré dans l'opération. Alors, vous l'avez rappelé brièvement au début, c'est vrai que ce n'est pas une stratégie qu'on met en place en commençant sa vie patrimoniale. Ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel on va retrouver plutôt, j'ai envie de dire, des gens au patrimoine déjà constitué, donc des chefs d'entreprise, des professions libérales, c'est ça ? Exactement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une stratégie de restructuration. Ça va s'adresser à des patrimoines déjà constitués, à des propriétaires immobiliers qui ont du patrimoine immobilier, des investissements locatifs conséquents et notamment nets de crédit. Commencer, comme je le disais précédemment, mettre en place un OBO quand on vient seulement d'acheter son premier appartement, deux appartements, sur lequel on est encore endetté, etc. On est déjà en début de crédit, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc effectivement, ça s'adresse à des patrimoines déjà constitués qui, notamment, n'ont plus de crédit sur ce patrimoine immobilier. Souvent, quand on évoque, y compris ensemble, Yann, des stratégies comme ça patrimoniales, il y a quasiment, j'ai envie de dire, un calendrier à respecter parce que ça ne s'improvise pas. Il faut travailler un petit peu tout ça. Comment ça fonctionne, justement, ce montage ? Comment on s'y prend ? Ça prend combien de temps ? Enfin, voilà, un peu la petit calendrier ou fiche pratique, quoi. D'un point de vue chronologie, déjà, la première chose à faire, mais on va le redévelopper un petit peu après, c'est s'assurer de la pertinence financière de cette opération. D'accord. C'est le plus important. Ensuite, si c'est pertinent financièrement, c'est comme une vente classique. La première étape, déjà, c'est la constitution de la société, une SCI à l'IS, une SARL de famille. Une fois que cette société est créée, elle va aller démarcher les banques pour l'obtention d'un financement, d'un crédit bancaire. Une fois le crédit obtenu, on passe devant notaire où le propriétaire personne physique va revendre ses biens à une société dont il détient le contrôle. Ensuite, le propriétaire récupère le cash. Le but, c'est de le placer. Et la société, la SCI, va rembourser le crédit grâce aux loyers qui sont générés. Donc,
On a dit aussi un mot du côté gommage fiscal. Est-ce qu'il y a des risques ou est-ce qu'il y a des contraintes? Parce que souvent, on le rappelle, sur des tas de dispositifs qui sont là aussi fiscalement très efficaces, il y a aussi, parce que l'État te fait rarement de cadeaux sans une arrière-pensée, entre guillemets. Donc souvent, quand il y a une possibilité d'avoir comme ça de la gomme fiscale, souvent il y a des contraintes ou en tout cas des choses à ne pas faire. Enfin, donc, il y a des risques, il y a des contraintes. Comment est-ce qu'on l'aborde, cette OBO? Bien sûr, c'est ce que je disais. Jusqu'à présent, on a vu les avantages. De l'autre côté, il y a des inconvénients. Il faut vraiment avoir en tête tous ces inconvénients, toutes ces contraintes avant de se lancer dans cette stratégie qui peut être plus ou moins complexe. Je vois 4 principales contraintes. Déjà, premièrement, les coûts de l'opération. Il va y avoir des honoraires de conseil à payer à son CGP, à son avocat fiscaliste pour la mise en place de l'opération, des coûts comptables pour la création de la société. On va devoir tenir une comptabilité, des frais de dossier bancaire, les frais d'hypothèque, les frais de caution, les frais de garantie. Ensuite, vu qu'il y a un acte de vente, il va y avoir des frais d'acquisition, l'État intervient avec ses taxes, et des frais de notaire. Donc là aussi, à calculer. Troisièmement, ce qui n'est pas négligé, c'est l'impôt sur la plus-value qui va être généré par le particulier qui va revendre ses biens. Même s'il se les revend à soi-même, il y a quand même une plus-value qui va être d'un peu plus de 36%. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Et enfin, dernièrement, le 4e point, c'est les taux d'intérêt. C'est cette opération, plus les taux d'intérêt sont faibles, plus c'est intéressant. Plus les taux d'intérêt sont hauts, plus ça vient ruiner, entre guillemets, la rentabilité de cette opération. Quand les taux sont aux alentours de 4-5%, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment de le faire. Donc c'est pour ça, avant de mettre en place cette opération, et c'est ce qu'on fait chez Modo Patrimoine avec nos clients, il faut s'assurer de la pertinence financière, que les gains générés par l'opération sont beaucoup plus importants que les coûts engendrés, et surtout s'assurer que ça correspond à une situation, à des objectifs et à un horizon de placement. Vous dites, effectivement, on a bien compris, l'idée c'est de dégager des liquidités, etc. Ce cash, comment est-ce qu'on peut l'utiliser intelligemment après? Parce qu'effectivement, ça veut dire que le particulier, il se retrouve après impôt avec un petit magot. Intelligemment, on en fait quoi? Alors, soit il peut se faire plaisir, partir en vacances. Oui, bon. C'est toujours possible. Qui fait, mais c'est pas forcément l'intérêt financier. Si on veut vraiment pousser la stratégie à son paroxysme, le but, c'est que ce cash soit utilisé sur des placements financiers. On peut investir sur des fonds d'investissement à travers l'assurance vie, en bourse, en actions à travers le PEA, acheter de la SCPI, ou bien même sur des projets professionnels, si on a besoin d'argent pour créer une entreprise, pour investir dans des startups, des PME, du private equity. Le but, vraiment, c'est d'utiliser ce cash à bon escient pour continuer à créer de la valeur et toujours à minima, est-ce que les intérêts générés par les placements de ce cash soient plus importants que les intérêts créditeurs, soient plus importants à minima que les intérêts débiteurs du crédit de l'autre côté. Donc voilà, si vraiment on utilise le cash à bon escient sur des différents placements financiers qui vont nous rapporter 4, 5, 6, 7, 10% par an d'intérêt, tout dépend du projet, c'est une stratégie qui peut être un réel accélérateur d'enrichissement et de création de patrimoine à terme. On a parlé juste avant vous avec Sandrine Alonier et Stéphane Descartier un peu du marché avec cette idée que les taux, c'en est un peu fini justement des taux bas et qu'on va plutôt être sur une période de remontée de taux, mais aussi au même moment des prix qui n'ont pas encore totalement repris l'ascenseur. Certes, il y a eu une petite amélioration, mais donc ça veut dire que c'est peut-être encore le bon moment dans ce marché encore un peu en recomposition de saisir un OBO bon? Vous l'avez dit, c'est l'économie, les taux montent, les prix baissent, inversement. Je reviens à ce que je disais précédemment, tout est question de simulation financière. C'est indispensable de vraiment faire des calculs, parce qu'effectivement, les taux sont plus hauts, du coup ça engendre plus d'intérêt. De l'autre côté, on va pouvoir en déduire une partie fiscalement. De l'autre, effectivement, parce que l'OBO, on ne revend pas au prix qu'on veut. On doit revendre au prix de marché pour éviter des questions, par exemple, d'abus de droit fiscal. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de calculer, effectivement, si les prix sont plus bas, ça va minorer l'impôt sur la plus-value. De l'autre côté, il y a les taux qui sont plus élevés. Dans le contexte actuel, pour répondre concrètement, aujourd'hui à l'instant T, la dernière opération que j'ai eue, c'était le mois dernier. On a obtenu des taux, un prêt sur 25 ans à 3%. Quand on le rentre dans notre fameux simulateur, 3,10 pour être précis, quand on le rentre dans notre fameux simulateur,
il en ressort un gain, un bénéfice à la fin. Donc encore une fois, tout dépend aussi du rendement du patrimoine locatif, de comment va être utilisé cet argent, mais aujourd'hui avec des taux aux alentours de 3, 3,5, ça vaut le coup. Bon, c'est voilà une petite fiche bien rédigée pour ce matin. Juste, j'imagine, quelqu'un qui l'entend ce matin et qui se dit tiens, ça m'intéresse. Vous nous avez parlé des risques, des contraintes, etc. Est-ce qu'il y a une typologie d'investisseurs ou d'épargnants où c'est interdit, où il faut surtout pas mettre le doigt dans un OBO immobilier, j'entends? Il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est ce qu'on disait, à oublier pour vraiment les investisseurs en tout début de crédit. Les primo-accédants à éviter. Ceux qui n'ont pas aussi forcément de stratégie d'investissement avec le cash récupéré. Si c'est récupérer du cash uniquement pour augmenter son train de vie ou le consommer dans des dépenses qui ne vont pas rapporter d'intérêt, ça c'est à oublier. Il faut vraiment avoir des objectifs long terme et c'est une stratégie qui vraiment s'analyse au global. Exactement. Merci beaucoup Yann. Merci Cédric. Yann de Florenne, Modo Patrimoine dans Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est la fin de l'émission pour cette semaine. On espère que les conseils, les analyses et les décryptages de nos experts du jour vous auront apporté quelques clés concrètes pour mieux piloter vos décisions patrimoniales. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.